Bonjour à tous. Dans ce deuxième diaporama sur la toxicité des polluants et les méthodes d'étude de la toxicité des polluants, nous allons travailler sur les tests de génotoxicité et les tests de cancérogénèse. Donc l'idée est plutôt d'étudier des effets sans seuil des polluants, c'est-à-dire des effets qui apparaissent à n'importe quelle concentration à partir du moment où le polluant est introduit dans le milieu. Donc tout d'abord, les tests de génotoxicité et de mutagénèse. Donc qu'est-ce que la mutagénèse? En fait, c'est une modification permanente et transmissible de l'ADN. Donc il y a différents types de mutagénèse. Soit c'est une mutagénèse ponctuelle, on va modifier une base azotée par une autre, par exemple. Soit ce sont des modifications de plus grande échelle, comme des réarrangements entre les chromosomes ou des cassures de l'ADN. Alors, ces mutagénèses, en termes de conséquences toxiques, cela va dépendre quel est le type de cellule qu'elle va toucher. Alors, si c'est une cellule somatique, c'est-à-dire l'ensemble des cellules de l'organisme, sauf les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules qui sont à l'origine des gamètes. Donc, si cette modification permanente touche les cellules somatiques, alors la mutation ne sera pas transmise à la descendance, mais elle peut avoir des conséquences sur l'individu qui est touché. Alors, si la mutation est réparée, alors il n'y a pas de risque et de danger plutôt pour l'individu. Par contre, si la réparation ne se produit pas ou elle est erronée, sur un gène qui est clé notamment pour réguler le cycle cellulaire, la division des cellules, alors il peut y avoir une prolifération anarchique des cellules, avec un dérèglement également de l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée. Et donc s'il n'y a plus de mort cellulaire programmée et un dérèglement du cycle cellulaire qui devient trop fréquent, alors il peut y avoir un cancer, c'est-à-dire la formation de tumeurs malignes. Donc il y a des tumeurs bénignes, donc c'est des tumeurs où les cellules vont proliférer mais ne vont pas contaminer et se propager dans les tissus voisins, alors qu'une tumeur maligne a la propriété de se déplacer dans l'organisme. Donc déjà, on peut estimer en faisant des tests de mutagénèse si finalement une substance a potentiellement un risque de cancérogénèse, parce que si elle peut induire des effets mutagènes, alors elle a peut-être un risque aussi d'induire un cancer. Par ailleurs, les effets mutagènes des polluants peuvent avoir des effets sur la reproduction et induire des maladies héréditaires si elles touchent les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules qui sont présentes dans les gonades et qui sont à l'origine des ovocytes et des spermatozoïdes. Donc les effets mutagènes peuvent induire des effets sur la reproduction, une baisse de la fertilité, ou peuvent induire des maladies génétiques ou des effets tératogènes chez les individus de la descendance. Donc pour étudier si un polluant a des effets mutagènes, on peut utiliser différents types de tests qui sont en général faits in vitro. Deux vont être présentés ici. Le test COMET qui permet d'étudier des effets de type cassure d'ADN et le test DEMS qui permet d'étudier des effets mutagènes plus ponctuels. Alors quel est le principe des tests COMET? Donc on peut prendre différents types de modèles. Donc soit on prélève des cellules, par exemple des cellules sanguines sur des patients sur lesquels on va réaliser le test, donc par exemple des lymphocytes, soit on prend des cellules en culture et on va réaliser des expériences sur des cellules en culture. On peut faire aussi des expériences sur des cellules d'animaux. Donc par exemple en écotoxicologie, on a une application du test COMET, on va faire ça sur des cellules de vers de terre. Donc je vous montrerai une étude qui est faite ici sur les leucocytes. Donc ces cellules elles vont être emprisonnées dans un gel d'agarose pour les maintenir à leur place. Ensuite on va lyser le noyau et en parallèle ces cellules sont mises en contact avec un polluant. Alors lorsque le polluant n'est pas génotoxique, il ne va pas y avoir de cassure de l'ADN et donc on va essentiellement avoir des grands fragments d'ADN. Par contre, si le polluant est génotoxique, il peut induire des mutations, des cassures de l'ADN, ce qui va induire la formation de petits fragments au sein du noyau. Alors l'idée, c'est de savoir comment on fait pour voir s'il y a des petits fragments ou des grands fragments dans le noyau. Et bien le principe, c'est d'utiliser l'électrophorèse, qui est donc un principe de séparation des molécules grâce à un champ électrique dans une matrice qui va bloquer la migration, d'autant plus que les fragments sont de grande taille.
Donc ici, vous avez une représentation après électrophorèse de noyaux intacts. On voit que le noyau reste en forme du coup arrondie. Par contre, si on fait une électrophorèse sur un noyau qui contient des petits fragments d'ADN, alors les grands fragments d'ADN du noyau ne vont pas migrer. Et par contre, sous l'effet du champ magnétique, du champ électrique, pardon, les petits fragments d'ADN vont migrer. Donc ici, il faut imaginer qu'il y a le pôle plus. L'ADN étant chargé négativement, il va migrer vers le pôle plus. Et les fragments de petite taille migreront plus loin que les fragments de grande taille. Donc ici, on a encore de l'ADN intact, mais on a aussi beaucoup d'ADN qui a été fragmenté. Donc on peut mesurer le pourcentage d'ADN fragmenté par rapport à l'ADN intact. Et donc plus ce pourcentage est élevé, plus cela veut dire que le polluant est génotoxique. Du polluant, donc plus il induit une fragmentation de l'ADN, un pourcentage important de fragmentation de l'ADN, plus le polluant est génotoxique. Donc la tête va correspondre à l'ADN non fragmenté et la queue va correspondre à l'ADN fragmenté. Et on peut aussi mesurer la longueur de la queue pour estimer l'impact négatif du polluant au niveau de l'ADN. Donc pour résumer, on met en contact les noyaux des cellules avec le polluant. Donc on peut visualiser l'ADN en mettant un agent intercalant de l'ADN fluorescent, donc qui va se fixer qu'aux molécules d'ADN. Ensuite, on fait une électrophorèse. L'ADN va donc migrer en fonction de sa taille. Donc l'ADN qui a subi des cassures peut migrer plus loin. Et donc si le noyau a subi des mutations, des cassures de l'ADN dues au polluant, on va avoir une forme de comète, donc la queue étant l'ADN fragmenté et le noyau étant l'ADN non fragmenté. Donc les noyaux dont l'ADN n'est pas fragmenté vont rester ronds, donc ça correspondra à la classe 0 et on pourra dire dans ces cas-là que le polluant n'est pas génotoxique, n'induit pas de cassure de l'ADN. Donc attention, ici, on a lysé les cellules pour ne garder que le noyau et ne travailler que sur le noyau qui est marqué grâce à des agents intercalants de l'ADN comme le bromure d'éthidium qui colore de manière fluorescente le noyau. Donc il faut utiliser un microscope à fluorescence pour faire ces observations. Donc bien sûr, on ne va pas observer que un ou deux noyaux. Il faut faire des statistiques sur un grand nombre de noyaux et comparer à des noyaux témoins qui n'ont pas été exposés à des polluants. Donc si on résume, les tests comètes ne permettent pas de visualiser des mutations ponctuelles, ils permettent de visualiser des cassures de l'ADN, mais qui prouvent quand même que le polluant a un effet génotoxique. Donc une application concrète, c'est par exemple ici qu'on a prélevé des lymphocytes de différents individus, donc soit des individus contrôles qui vivent éloignés des zones agricoles, soit des individus qui vivent dans des zones agricoles. Donc là, il n'y a pas d'exposition directe à des polluants lors de l'expérience. En fait, on suppose donc que les organismes ont potentiellement été exposés au cours de leur vie aux polluants, donc en l'occurrence ici à des pesticides pour ceux qui vivent en zone agricole, et on a pris une population contrôle qui vit éloignée des zones agricoles, donc qui n'est pas exposée aux pesticides. Et on a donc fait le test comète sur les leucocytes. Donc les noyaux sont colorés ici en jaune-rouge là. Et donc vous voyez que dans les populations contrôle, on a essentiellement des noyaux bien ronds, avec quelques noyaux avec des queues de comètes qui prouvent qu'on a eu une légère dégradation de l'ADN. Et on a fait la même chose avec des leucocytes prélevés chez différentes personnes qui vivent près de zones agricoles. Et on voit qu'on a des noyaux qui sont beaucoup plus dégradés avec davantage de comètes présentes sur l'échantillon. Donc ça c'est juste une représentation. Si on fait une analyse statistique, on voit qu'en moyenne la longueur des queues est plus grande chez les individus qui vivent près des zones agricoles par rapport au contrôle, et aussi qu'on a plus d'ADN dans les queues que dans les conditions témoins. Donc on peut faire une application directe sur l'homme en fait de ces tests comètes en prélevant des globules blancs. Donc le TEMS est le deuxième test de génotoxicité que je vais vous présenter. Donc il s'agit
d'un test qui est mené sur des bactéries, notamment les bactéries Salmonella typhimurium. Ces bactéries sont mutantes, c'est-à-dire qu'elles possèdent une mutation sur la voie de biosynthèse de l'histidine, c'est-à-dire qu'elles sont incapables de pousser dans un milieu minimum qui ne contient pas d'histidine. De l'histidine doit être ajoutée au milieu de culture. Donc il existe d'autres Salmonella typhimurium qui sont sauvages, qui sont capables de pousser avec de l'histidine, mais là on travaille sur des souches que l'on appelle auxotrophes, qui sont incapables de pousser sans histidine. Donc on rajoute nécessairement de l'histidine dans le milieu pour qu'elle puisse survivre. Ensuite, on va ajouter donc le polluant à tester avec ces bactéries, donc soit le pesticide, soit le polluant en général, et on va laisser incuber les salmonelles et les bactéries et le produit à tester sur de la gélosmol qui contient des traces d'histidine pour assurer la survie de ces bactéries. Et ensuite, on va donc étaler ces bactéries sur de l'agar, mais qui ne contient pas d'histidine, juste le milieu minimum. Donc normalement, les bactéries, si elles n'ont pas changé de génotype, elles doivent être incapables de pousser sur un milieu minimum sans histidine. Donc on ne devrait pas avoir de bactéries qui poussent sur ce milieu. Sauf si le produit à tester est un produit génotoxique. Dans ce cas-là, il a pu par hasard faire des lésions de l'ADN, des mutations ponctuelles de l'ADN. Et plus un polluant est génotoxique, plus il a des chances en fait de muter, mais c'est quelque chose d'aléatoire, les gènes, et notamment le gène qui participe à la synthèse de l'histidine qui est muté dans la souche utilisée qui est auxotrophe. Et donc le produit à tester, par son pouvoir mutagène, peut potentiellement induire une mutation réverse, c'est-à-dire qu'il va rendre le gène à nouveau fonctionnel alors qu'il était non fonctionnel dans les souches auxotrophes. Et donc plus un polluant est génotoxique, plus il a de chances en fait de toucher ce gène de synthèse de l'histidine, et donc plus il a de chances d'induire la formation de colonies révertantes qui deviendront donc prototrophes, c'est-à-dire sauvages, capables de pousser dans un milieu minimum. Vous voyez, c'est pas très intuitif, puisque ici, le fait que le polluant soit génotoxique induit un effet plutôt positif qui est de réinstaurer la fonction de synthèse de l'histidine et qui permet donc aux bactéries de repousser sur un milieu minimum. Mais ça veut quand même dire que le polluant induit des mutations de l'ADN et qu'il est potentiellement génotoxique. Donc on va résumer ce que je viens de dire. Donc le test d'EMS travaille sur des souches de Salmonella qui sont auxotrophes, c'est-à-dire mutées, incapables de se développer sans histidine, par mutation d'un gène de synthèse de l'histidine. Donc c'est une cascade pour la synthèse, donc il y a plusieurs enzymes, donc c'est une des enzymes qui est mutée. Donc on va exposer ces bactéries auxotrophes au polluant, et le polluant, en mutant l'ADN de manière ponctuelle, peut rendre, de manière aléatoire, les gènes soit inactifs, soit actifs. Et donc si la mutation induite touche le gène de synthèse de l'histidine, alors ce gène peut redevenir fonctionnel et la souche peut redevenir du coup prototrophe. Donc on va rechercher sur de l'agar en milieu minimum des colonies révertantes qui sont à nouveau capables de synthétiser de l'histidine, donc ce qu'on appelle des souches prototrophes sauvages. Et donc le principe, c'est que plus il y a de colonies révertantes, plus le polluant est génotoxique, puisque plus ça veut dire que la probabilité qu'il a de toucher le gène de la synthèse de l'histidine est augmentée. Alors, on peut avoir des polluants qui ne sont pas toxiques en eux-mêmes et qui ont besoin d'être transformés par l'organisme pour devenir génotoxiques. Alors, pour étudier l'impact de du métabolisme du polluant par l'organisme, on peut faire un traitement préalable, c'est-à-dire qu'on va ajouter dans le milieu le S9 mix. Donc qu'est-ce que c'est le S9 mix? Ce sont des extraits de foie de rat qui ont été extraits d'un rat préalablement exposé à un polluant, donc on appelle des inducteurs d'enzymes hépatiques.
Donc on verra dans un prochain chapitre que le foie est l'organe de métabolisation des polluants, c'est-à-dire que les polluants vont être dégradés pour être plus facilement éliminés. Mais parfois, en fait, cette dégradation peut activer le polluant, c'est-à-dire qu'il n'était pas toxique en lui-même. Et les modifications induites par le foie peuvent rendre le polluant finalement plus toxique que la molécule mère, un peu comme ce qu'on a vu dans l'environnement. Et le foie, en fait, va synthétiser et activer ces enzymes quand il est exposé aux polluants. Donc par exemple le phénobarbital, l'arachlore sont des polluants qui sont capables d'activer les enzymes hépatiques. Donc quand on fait cette pré-exposition du foie au phénobarbital ou à l'arachlore, en fait on va récupérer des enzymes qui sont beaucoup plus actives et qui vont pouvoir modifier le produit à tester et éventuellement le rendre plus actif. Donc certaines substances n'auront pas d'effet génotoxique dans le test d'EMS sans foie. Et par contre, si on rajoute du S9 mix, donc des extraits de foie activés, alors il peut y avoir un effet génotoxique. Donc ça veut dire que le polluant a besoin d'être métabolisé par le foie pour être génotoxique. Donc par exemple, une toxine de champignon, l'aflatoxine n'est pas génotoxique en elle-même et c'est l'action de détoxification du foie qui aboutit plutôt à sa bioactivation et à son effet génotoxique. Alors si un polluant est mutagène, il peut potentiellement induire des effets cancérogènes, cancérigènes, les deux termes sont utilisés en général l'un pour l'autre. Alors qu'est-ce que c'est que la formation d'un cancer? Donc le cancer, c'est une maladie qui est caractérisée par une prolifération incontrôlée de cellules et les cellules peuvent soit former des tumeurs bénignes, dans ce cas-là on ne parle pas de cancer, soit des tumeurs malignes, et dans ce cas-là c'est un cancer. Alors qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristique les cellules malignes? Elles sont immortelles, c'est-à-dire qu'elles sont résistantes à l'apoptose, elles n'entrent plus en apoptose. Elles n'ont plus besoin de facteurs de survie, par exemple locaux. Il n'y a plus besoin d'adhérence à la matrice extracellulaire. Les cellules peuvent se détacher sans mourir. Elles n'ont pas forcément besoin de facteurs de croissance pour se multiplier. Elles sont capables en fait d'auto-activer la voie des facteurs de croissance en l'absence de facteurs de croissance. Donc elles sont indépendantes des facteurs trophiques et de mort des tissus. Et aussi, elles ont la capacité de se déplacer ensuite dans les tissus, dans la circulation sanguine, sans mourir, et de coloniser d'autres tissus. Donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir migratoire. Alors ici, vous avez des images qui ont été tirées de l'étude de Seralini, entre autres sur le Roundup et les soja résistants au glyphosate. Donc ces images lui reviennent. Donc ils ont exposé les organismes soit à une nourriture de soja transgénique, soit à du soja transgénique plus du Roundup, donc qui est le pesticide dans leur eau de boisson, soit que du Roundup dans leur eau de boisson. Et donc ils voient que chez ces races se développent des tumeurs, soit au niveau mammaire, soit au niveau sous-cutané, soit au niveau hépatique, etc. L'autre méthode d'étude, c'est qu'on peut prendre des lignées de rats ou de souris qui développent spontanément des tumeurs, par exemple le cas ici, et on peut administrer un traitement pour voir s'il y a une diminution de la taille des tumeurs ou de la fréquence des tumeurs. Donc ces études se mènent sur le long terme, ce sont des sous-catégories de tests chroniques. Donc on va regarder l'augmentation de la fréquence des tumeurs. Si ce sont des lignées de rats ou de souris qui développent des tumeurs spontanément du fait notamment de leur consanguinité ou autre, on peut aussi regarder la diminution du temps de latence d'apparition de ces tumeurs spontanées. Donc les rats sont privilégiés sur ces études qui se font sur le long terme. Pour prendre en compte l'impact des hormones, on fait un travail sur les deux sexes. Et donc ce sont des études qui durent 2 ans, voire plus, pour avoir un résultat fiable, normalement. Donc là, après, on peut décider d'interrompre l'étude pour si on dépasse le point limite, c'est-à-dire qu'on estime que la tumeur est trop grosse par rapport à la taille de l'individu et qu'elle induit des souffrances. Donc si l'on constate que les polluants ou les pesticides injectés chez la souris ont des effets cancérigènes, on peut classer la substance dans les produits donc cancérigènes. Si elle induit des effets mutagènes in vitro
par exemple sur le test d'EMS ou de Comet, on peut dire que c'est une substance mutagène. Et si elle induit des effets sur la fertilité, sur la reproduction, on dit qu'elle est toxique pour la reproduction. Donc normalement c'est plutôt toxique pour la reproduction que reprotoxique. Alors au sein des substances cancérigènes, vous avez en fait différents types de catégories. Donc elles ont été revues là par l'ANSES. Donc en gros, les substances cancérigènes de catégorie 1A, ce sont des substances où on a vu des effets chez l'homme à partir de données épidémiologiques. La catégorie 1B, ce sont des études sur l'animal qui le confirment, mais on n'a pas forcément d'études épidémiologiques. Donc on suppose que ça marche chez l'humain, mais on n'a pas de preuves directes chez l'humain. Et la catégorie 2, donc c'est suspecté avoir un effet cancérigène, mais soit on n'a pas de preuves chez l'animal, soit c'est pas cohérent parce que le polluant n'est pas mutagène mais induit quand même un effet cancérigène. Donc bon, après on sait maintenant qu'un polluant peut induire des effets cancérigènes sans induire de mutation, c'est ce qu'on verra par la suite. Soit ça va être un polluant qui va induire des tumeurs, mais dans des doses très très fortes. Donc dans ce cas-là, on ne pourra pas le mettre vraiment dans la catégorie 1. Donc il reste dans la catégorie 2. Alors ces CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, en fait, ils ont pour chacune des catégories C, M ou R, on a différentes sous-catégories, même pour les mutagènes et les toxiques pour la reproduction. Je vous en ai juste exposé un pour vous montrer les subtilités en fait entre les classifications. Alors justement, parfois en fait on assimile la mutagénèse à la cancérogénèse, mais maintenant on sait qu'un cancérogène peut agir de deux manières. Soit il induit des mutations de l'ADN, dans ce cas-là on va dire qu'il y a des mutations, que c'est un mécanisme génotoxique, ce qui sera confirmé en général par les tests d'EMS ou Comet. Ces dommages à l'ADN vont induire une instabilité génétique, une perte de contrôle de la prolifération, une résistance à l'apoptose et peuvent induire des cancers si ces mutations ne sont pas corrigées. Mais on sait maintenant que certains produits cancérogènes n'induisent pas d'effet génotoxique direct, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas induire des cassures de l'ADN ou des changements de base de l'ADN. Ils peuvent induire des modifications épigénétiques de l'ADN. C'est-à-dire que ça va jouer notamment sur le niveau de compaction de l'ADN et donc du coup de transcription des gènes derrière. Et si c'est par exemple un gène qui inhibe le cycle cellulaire qui est moins transcrit, alors il peut y avoir un emballement du cycle cellulaire même sans muter le gène. Et donc ces altérations des fonctions cellulaires peuvent se produire même en l'absence de mécanismes génotoxiques. Donc dans ce cas-là, en fait un produit cancérogène peut soit être cancérogène génotoxique, soit cancérogène non génotoxique. Donc ça a évolué en fait. Donc ce qu'on considère comme un effet critique sans seuil, en fait, ce sont tous les mécanismes d'induction de la cancérogénèse, des cancers, avec mutation, donc avec mécanisme génotoxique. Par contre, tous les effets que l'on observe d'induction de cancer, mais sans effet génotoxique, rentrent plutôt dans des effets avec seuil, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le polluant n'agit qu'à partir d'une certaine dose. Donc pour résumer, nous avons deux types d'effets que l'on peut étudier en toxicologie. Soit les effets avec seuil, globalement ce sont tous les effets néfastes que l'on observe sur l'organisme, sauf les effets cancérigènes liés à des effets mutagènes. Donc dans ce cas-là, il existe un seuil à partir duquel on a un effet. Donc ce seuil, soit c'est le NOEL, soit c'est situé entre le NOEL et le LOEL. Donc les paramètres qui vont être stockés dans les bases de données sont les NOAEL et les LOAEL. Donc on a un type de courbe comme celle que l'on a vue en écotoxicologie. Et on a des effets sans seuil. Donc dans ce cas-là, c'est quand les substances induisent des effets génotoxiques et cancérogénèse avec génotoxicité, pas épigénétique. Et dans ce cas-là, on ne peut pas mesurer une NOEL ou une LOEL puisqu'on n'a pas de seuil. Et ici, il s'agit plutôt d'une droite, c'est-à-dire que la fréquence, par exemple, des tumeurs augmente proportionnellement à la dose et on ne peut pas déterminer une concentration maximale
où l'on peut exposer les organismes sans induction de tumeur. Dès que le polluant est introduit dans le milieu ou dans l'organisme, il induit des tumeurs. Donc dans ce cas-là, ce que l'on va mesurer, c'est ce qu'on appelle l'excès de risque unitaire qui correspond globalement, en simplifiant, je simplifie ici, à la probabilité supplémentaire de développer des tumeurs, ou autrement dit, à la pente de la courbe, comme vous le voyez ici. Donc dans les tests de cancérogénèse avec mutagénèse, donc cancérogénèse sans seuil, on mesure donc l'excès de risque unitaire. Donc par exemple, je vous ai mis un avis de l'ANSES qui a donné donc l'excès de risque unitaire pour l'exposition au benzène, puisque le benzène peut induire des leucémies aiguës, c'est-à-dire des cancers du sang. Donc l'excès de risque unitaire, c'est la probabilité supplémentaire, donc par rapport à un témoin, de développer un cancer, une tumeur maligne, quand on expose les organismes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur une longue période, plus de 8 dixièmes de la vie de l'individu, à une dose unitaire qui est fixée par exemple à 1 microgramme par kilogramme par jour, ou 1 milligramme par kilogramme par jour, ou 1 milligramme par mètre cube d'air. Donc, de manière simple, je vous ai donné une application. Supposons qu'on ait une population, une étude épidémiologique, avec 100 individus qui ne sont pas exposés au benzène. Spontanément, chez ces individus, une personne sur 100 développe un cancer. Donc la probabilité de développer un cancer chez la population témoin est de 0,01, 1 sur 100. Maintenant, une population d'individus va être exposée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant plus de 8 dixièmes de leur vie, à une dose de 1 microgramme de benzène par mètre cube d'air, donc dans leur environnement. Donc là, c'est un mode de contact par inhalation. Et on constate que sur ces individus, 5 sur 100 développent un cancer. Donc la probabilité de développer un cancer est de 0,05. Donc l'excès de risque unitaire, c'est la probabilité supplémentaire par rapport au témoin. Donc ça va être 5% moins 1%, donc 0,04% de développer un cancer suite à une exposition à 1 microgramme par mètre cube. Donc ça va s'écrire de la manière suivante, ERU égale 0,04 pour 1 microgramme par mètre cube. Donc on met ça en général en moins 1 au lieu de mettre divisé, ou au lieu de mettre pour 1 microgramme par mètre cube, on met 1 microgramme par mètre cube moins 1. Autrement dit, si vous mettez une dose 2 fois plus importante de benzène dans le milieu de 2 microgrammes par mètre cube, étant donné que c'est proportionnel et que c'est une droite, votre probabilité de développer un cancer va être 2 fois plus grande. Vous aurez un excès de risque de développer un cancer qui sera de 0,08, donc 8% de chance supplémentaire de développer un cancer. Donc là, pour la voie respiratoire, il y a un avis de l'ANSES qui s'est basé sur des études épidémiologiques qui a permis de dire que l'excès de risque unitaire était de 2,6 10-5. Vous voyez, c'est beaucoup moins important, heureusement, que les pourcentages que je vous ai donnés dans l'exemple. Mais donc, ce sont des probabilités de développer un cancer. Donc, si je prends 1 million de personnes, et dans ce cas-là, ces probabilités ont beaucoup plus de signification quand on travaille sur toute une population. Pour terminer ce diaporama, nous allons voir comment on utilise les données des tests toxicologiques pour établir des normes de qualité, mais cette fois-ci des normes de qualité sanitaire. Donc ce ne sont pas des normes de qualité environnementale, mais c'est ce qu'on appelle des valeurs toxiques de référence. C'est la même méthodologie que pour l'application de normes de qualité environnementale à partir des tests écotoxicologiques. Donc le principe général de l'approche, c'est qu'on va fixer des seuils acceptables de consommation du polluant sans effet chez l'homme à partir d'une extrapolation de tests sur l'animal ou de données épidémiologiques. Donc on va récupérer les NOAEL ou les ERU qui ont été déterminés dans ces tests, dans ces modèles ou sur ces modèles d'animaux, et on va faire une extrapolation en prenant une marge de sécurité, c'est-à-dire en appliquant un facteur d'incertitude
Donc la valeur maximale acceptable de consommation d'un polluant ou de respiration d'un polluant, donc c'est ce qu'on appelle la valeur toxique de référence. Et donc pour par exemple une substance avec seuil, eh ben, ce sera la Noël à laquelle on va appliquer un facteur d'incertitude, par exemple de 100, pour dire que le test a été fait sur des animaux. Donc peut-être que les humains sont plus sensibles. Donc même si le seuil chez les animaux c'est de 1 mg par kg par jour, et ben pour les humains il y a peut-être une plus grande sensibilité. On extrapole à une autre espèce, donc on va accepter une dose 100 fois plus faible que celle qui a été observée lors de l'expérience chez l'animal. Donc la valeur toxique de référence, c'est donc une valeur maximale admissible pour l'homme, une dose maximale admissible qui s'exprime donc soit en milligrammes de polluants par kilogramme de poids corporel par jour, soit en milligrammes de polluants par mètre cube d'air. Et donc cette VTR, elle est calculée donc pour les substances, quand on regarde des effets avec seuil, à partir des Noël. Si on regarde des effets cancérigènes, génotoxiques, à partir des ERU, des tests sur les animaux. Et donc le principe est que plus cette VTR est faible, plus ça veut dire que le polluant est dangereux et toxique. Et donc comment on calcule cette VTR? Par exemple, pour une substance avec seuil, on prend la Noël et la LOAL à laquelle on applique un facteur d'incertitude qui n'est pas donné par un tableau, comme ce qu'on a fait pour l'écotox, qui est beaucoup plus simple. En général, c'est un facteur 100 ou 1000 qu'on applique à ces Noël en fonction de la qualité des données. C'est terminé pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse donc retravailler ce diaporama et faire le quiz en ligne à la fin de cette séance. Merci à tous et à bientôt.